Il est une phrase que j'apprécie beaucoup en termes d'expérience et de technologie, c'est que l'usager fait l'usage. Et si malgré leur grand âge, les aînés, les seniors, le mass market de la Silvertech n'était finalement pas les moins débrouillards en termes de technologie? C'est ce que je vous propose d'aborder avec nos trois invités que je vous propose d'accueillir et d'applaudir. Arthur Roussel, Ludovic Lement et Carole Zizagara, s'il vous plaît. Alors bien le temps de la politesse, qui prend le canapé, qui prend le... Bon, c'est vrai. Ça, Ludovic, on est chez vous. En plus, vous savez accueillir. Je vous en prie, prenez un micro. Alors, j'ai fait très court pour vous présenter, nom, prénom, mais je voulais, en guise d'introduction, vous laisser la parole et le loisir de vous présenter de manière plus complète à nos spectateurs qui sont ici présents. Et qui commençait là Honneur aux dames. Alors, la galanterie a toujours bon dos dans ces cas-là. Hein. Carole Zizagara. Alors, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur dans l'IoT, l'analyse de données. Après 10 années d'industrie automobile, Renault, l'ingénierie, l'usine de Flins, la pièce de rechange, la logistique. Donc, voilà, un métier un peu différent aujourd'hui. Et nous, on est spécialisé dans le vieillissement. On sécurise des personnes âgées dans les EHPAD, dans les résidences seniors, dans les domiciles. Notamment, on travaille à répondre à un enjeu sociétal qui est comment on va faire pour demain prendre en charge des centaines de milliers de personnes qui vieillissent et qui ont envie de rester chez elles. Et voilà, et on fait ça avec des capteurs, de l'analyse de données, du machine learning, de l'IA. Des API, des connecteurs et des interfaces pour les soignants, les care managers, les accompagnants et les personnels qui sont là au quotidien. Tout un programme autour du terme du virage domiciliaire que j'ai appris grâce à vous. On apprend plein de choses en préparant des tables rondes. Alors justement, en parlant de résidence, nous avons Arthur Roussel. Oui, bonjour. Donc Arthur Roussel. Moi, je suis donc CTO chez Seniorial, donc entreprise toulousaine qui a 23 ans, spécialisée dans la promotion immobilière, dans la construction de résidences seniors. On a 70 résidences en France. Donc on accompagne effectivement, on est le trait d'union, on va dire, entre le pavillon familial et l'EHPAD, avec une résidence où on peut apporter des services complémentaires. On leur assure un maximum de soins et de bien-être, de bienveillance, de la sécurité. Voilà. Notre enjeu à nous, c'est effectivement de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut apporter en plus à nos aînés avec les nouvelles technologies sans que ce soit trop intrusif. Voilà. Et alors on parle de l'immobilier mais aussi du service et je crois qu'il y a en termes de révolution et services numériques, qui de mieux que Ludovic Lement, cofondateur de Sigfox, pour se présenter. Moi je suis client témoin ici. Et donc, et accessoirement, effectivement, président de l'IoT Valley, cofondateur de Sigfox. Et je suis pris de passion pour un domaine du vieillissement récemment, grâce aussi notamment à une mission qu'on a développée avec Arthur et les Seniorial et un autre sujet aussi, d'un fonds d'investissement qui est venu nous solliciter pour une boîte qui était en reprise. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, mon constat, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Et que ça peut avoir énormément de sens, là où parfois on est pur techno. Je pense que là, la techno peut amener amener de l'humain et de l'amour, en fait, en général. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans ces conférences, mais voilà. On peut en parler de l'amour, de la sérendipité, les rencontres dues au hasard. Rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez. On parle vraiment de la Silvertech, un petit peu sous-entendu avec le silver qui veut dire l'argent, comme un peu le nouvel Eldorado. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est sur un public massif déjà, un marché croissant? Est-ce que c'est une population qui achète massivement? Je vais m'adresser à Arthur qui est venu avec plein de données dans sa poche. Alors, effectivement, donc, silver pour les cheveux gris en fait. Hein, mais, j'en sais quelque chose. Voilà. Donc, effectivement, c'est une population qui peut avoir de l'argent. Chez Seniorial, on a un positionnement où on est plutôt sur des RSS à loyer modéré. Donc, on n'est pas. Enfin, aujourd'hui, quand on parle de résidence senior, on entend des 3 4 000 euros mensuellement. Nous, on est plutôt sur des choses qui sont entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, c'est effectivement pas la même chose. Néanmoins, il y a effectivement un portefeuille, un volant d'affaires avec la possibilité de se faire
fait R&D avec l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc il y a des choses à faire. Après, il faut arriver à trouver du sens, à trouver un intérêt pour que nos seniors soient intéressés par ce genre de choses. Carole, c'est une vision que vous partagez sur la Silvertech, Nouvelle Eldorado, ou pas du tout? On nous a un peu vendu du rêve quand même. Il y a quelques années, en créant la filière Silver Economy, en fait, elle décolle plutôt un peu maintenant. Moi, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés en même temps que nous, 2013-2014, au moment où les ministres Delaunay et Montebourg ont monté la filière en France, au moment où ici en Occitanie, on a mis des groupes de travail et une stratégie régionale d'innovation autour de ça. Et je n'ai pas fait les stats, mais il y en a à peu près 80%. Là, ils ont fermé la porte de leur boîte, voilà, et ils ont fondu les plombs. Et donc, on est les quelques survivants. Et pour survivre, il a fallu faire voilà, beaucoup de R&D, aller chercher des soutiens, BPI France, la région, des mutuelles, des fondations. Et nous concernant, on décolle depuis 2021. Donc ça prouve qu'il faut de la résilience dans ce secteur. Après, on sait que le besoin, il va être là. On sait que là, en ce moment, on est en train de vivre une période où les nombres de personnes en perte d'autonomie, donc les plus âgées ou voilà, qui ont des pathologies, ils doublent en nombre. Donc 2015, c'était 2,8 millions. 2050, c'est 4 millions, 5 millions à peu près. Donc on va doubler. Et on est dans un contexte où, là, aujourd'hui, il y a à peu près 700 000 personnes dans des EHPAD, en France, dans des maisons de retraite. Et dans quelques années, il faudrait 1 400 000 chambres. On ne va pas doubler le nombre d'EHPAD en France. Donc voilà, là, c'est en train d'arriver. C'est l'ancien baby-boom qui est devenu le papy-boom et qui, demain, devient des gens... qui sont beaucoup plus âgés, avec des déficiences cognitives ou physiques, et qui n'auront pas forcément la famille à proximité, et peut-être pas assez d'aidants, d'aide à la personne, d'infirmières, de médecins autour pour s'occuper d'eux. Et donc nous, notre conviction là-dedans, c'est qu'en fait, avec la technologie, on doit pouvoir quand même résoudre certains de ces problèmes, augmenter l'humain, parce que c'est l'humain d'abord, mais la technologie, elle vient lui donner les bonnes infos, les bonnes alertes, faire circuler l'information. On est sur le cloud, on est des hubs, on fait circuler de plateforme à plateforme beaucoup d'infos. Et donc, voilà, moi, je suis très optimiste et je crois qu'avec la techno, on va faire beaucoup de belles choses dans ce contexte. Alors justement sur l'usage, et c'est un peu tout le propos donc, du virage domiciliaire, on ne peut pas doubler, voire même tripler le nombre de places en EHPAD, en résidence. L'idée est peut-être d'amener un contexte d'aidant numérique, d'aidant artificiel, vous m'arrêtez si je me trompe là-dedans, directement dans le domicile de la personne en incapacité ou vraiment aînée qui a besoin d'aidant. La notion d'aidant numérique, Ludovic, ça vous parle? C'est juste? C'est... un futur potentiel? Non, juste avant, je répondrai aussi à la question où je n'ai pas répondu, mais sur l'Eldorado ou pas. Je pense, une des analyses que je fais en venant de la tech ou deep tech dans ce monde des applications seniors, c'est que c'est un marché qui est encore diffus, qui manque un peu de cette fameuse plateforme où il y a plein d'acteurs qui sont rentrés dans ce monde-là en adressant différents domaines. Et ce que disait tout à l'heure Carole, c'est qu'il y a peut-être plus que 20% qui vivent encore, parce que parfois la technologie n'est pas assez mature, elle n'est pas fiable, et c'est un peu la poule et l'œuf. C'est-à-dire que si le marché est assez développé, le prix est trop cher, parce que les entreprises, au départ, elles démarrent, elles lèvent un peu d'argent, puis elles sentent que c'est compliqué pour arriver à joindre l'équilibre, donc augmentent leur prix. On l'a entendu aussi d'Arthur, le panier moyen, enfin, ce qu'on peut espérer pouvoir récupérer de la retraite des seniors n'est pas extensible à souhait. Et donc, ce genre de poule et d'œuf fait qu'il y a aussi besoin de créer des structures fédératrices qui font en sorte qu'on donne un éclairage, une plateforme plus large à tous ces offreurs de services pour leur permettre d'atteindre un équilibre tout en ayant des prix et des technologies adaptées. Parce que moi, j'ai constaté dans ce monde-là, je ne suis pas depuis très longtemps, mais que parfois les technologies ne sont pas du tout adaptées. Donc, il y a l'enjeu aussi des soignants, c'est-à-dire que le produit doit être aussi adapté aux soignants qui ne sont pas que des techs. Parce que quand on va dans les EHPAD, on s'aperçoit que les personnes qui sont là pour aider,
ils ne sont pas des geeks, quoi. Donc si la solution n'est pas fiable, si elle n'est pas simple d'usage, si elle n'a pas été pensée avec eux, elle n'atteint pas leur cible. Donc voilà pour moi la réponse par rapport à cet Eldorado. Au demeurant, compte tenu des chiffres de croissance, il y a des choses à espérer dans ce marché-là, mais il va falloir faire les choses correctement. Et je pense que, encore une fois, comme ce n'est pas un domaine très tendance, il y a encore pas énormément d'acteurs qui se sont lancés avec les bonnes technos. Donc voilà, moi je pense que c'est ma première analyse. Encore une fois, je suis très récent versus Carole ou Arthur dans ce domaine, mais c'est ma première analyse de ce marché-là. Et j'ai oublié ta question. La deuxième question, on va la reprendre après. J'avais envie de vous proposer de faire un état de l'art des technos pour le vieillissement. Qu'est-ce qu'on a à disposition en ce moment pour aider les personnes à se maintenir à domicile? C'est quoi les trends, je dirais? Voilà, est-ce que vous avez un petit peu, j'allais dire, vous voulez vous proposer un état de l'art? Si ça vous inspire, évidemment, hein. Je ne vous force à rien. Alors, souvent, dans un domicile, il n'y a rien. Voilà. Bon, déjà, ça commence bien. Après, dans les technos, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les technos connectés ou à base d'IA. Il y a des choses qui existent depuis 30-40 ans qui s'appellent la téléassistance. Donc, vous mettez un bracelet avec un bouton, vous l'avez autour du poignet ou autour du cou. Et c'est relié via un interphone à des téléopérateurs qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à distance. Et donc, si vous appuyez, ils vont vous parler via l'interphone. Et si vous dites « je suis au sol, je me suis cassé la hanche », ils vont vous envoyer les pompiers ou vos voisins, le réseau de solidarité. Et donc ça marche pas très très bien parce qu'en fait, dans ceux qui prennent un abonnement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ça, la plupart laissent les choses sur la table de chevet. Et puis donc quand ils tombent, ils sont moins de 20% ou 15%, je crois, à avoir le système sur eux. Et après, s'ils sont au sol, manque de bol, ils sont tombés dessus, ou alors ils ont oublié qu'ils l'avaient, et là, ils appuient toujours pas. Donc en fait, on estime qu'il y a moins de 10% des gens qui arrivent vraiment à appeler le jour où ils en ont besoin. Donc il y a ça, et après, il y a les nouvelles technos. Et donc, il y a le suivi en santé. Il y a quand même des gens qui ont des montres connectées, de plus en plus avec des smartphones adaptés seniors. En France, on a essayé de faire de la robotique pour aider un peu à domicile. Alors là, ça n'a pas marché, mais ça existe au Japon, dans certains établissements ou des résidences ou des EHPAD. Vous avez le petit robot qui vous amène des choses, etc. Et là, on voit arriver des nouvelles technos, beaucoup plus avec du deep learning et des IA beaucoup plus élaborées, permises par les toutes dernières années d'évolution technologique. L'analyse du son. Maintenant, voilà, ça commence à marcher. Vous appelez à l'aide ou vous grognez et l'IA analyse votre bruit et essaye de distinguer si c'est vraiment une situation aiguë qui nécessite qu'on vienne ou si c'est juste votre grognement habituel, quoi. Et sur de la détection de chute avec de l'IA, maintenant il y a des modèles entraînés qui marchent vachement bien. Nous on en installe, ça détecte 99% de chute dans une maison de retraite. Vous mettez une caméra, vous avez l'algo qui tourne derrière. Et ça détecte très très bien. Nous on voit ça en ce moment. Ok, donc un changement radical sur l'assistance, la détection de chute qui peut aider au virage domiciliaire. Est-ce que dans les établissements des seigneuriales, vous avez de l'équipement technologique, high-tech, une autre brique dans l'état de l'art technologique? Non. non, mais l'idée, pas encore, effectivement. L'idée, c'est effectivement de pouvoir bien réfléchir à ça. Nous, on a la chance, effectivement, d'avoir 6200 résidents. Donc, on a un vivier, en fait, de personnes. On a créé une structure qui s'appelle le Lab, où, justement, en fait, on propose des technologies à tester, et donc, on accompagne aussi les industriels dans le développement de leurs technologies. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire. La barrière du coût, encore une fois, le prix de ces abonnements du détecteur de chute, de la téléassistance, c'est quelques dizaines d'euros. Ça, c'est pas facile en fait pour les personnes qui ont des petites retraites. Donc l'idée, c'est effectivement de vraiment travailler sur cette notion de prix, je pense.
Oui, on parlait en étape préparatoire qu'un senior consomme à peu près 300 euros de services d'aide par mois. Donc en fait, le budget n'est pas extensible. Voilà, c'est Et la solvabilité sur ce marché, la question de la solvabilité se pose en fait. C'est 300 euros de service à la personne, mais dedans on a le coiffeur, les kinés, la personne qui vient faire le ménage, etc. Donc dedans on a effectivement aussi cette partie sécurité. Nous on essaye d'apporter dans nos résidences quelque chose qui n'est pas du tout IA, mais effectivement c'est de la relation humaine. C'est de faire en sorte que les personnes qui vivent en résidence descendent, viennent prendre leur courrier, échanger, leur proposer des lieux d'accueil, d'échange. Ça fait partie des choses. Donc il faut aussi que l'IA, enfin que le numérique ne soit pas trop intrusif. Et Ludovic, je crois que vous avez une solution. Là, on parle de plateforme tout à l'heure depuis on tease, mais vous allez assister à la plus grande joint venture de toute l'histoire de l'IoT Valley en direct devant vos yeux. La sérendipité. Sérendipité, pardon. Sérendipité, excusez-moi. Ah là, je leur fais toujours celle-là. Non, oui, effectivement. Avant ça, encore un autre truc, c'est que à l'époque de Sigfox, on avait créé une fondation et on adressait les rhinocéros. C'est des bêtes qui vivent assez longtemps, pas dans les EHPAD ni dans les RSS, mais on avait développé une technologie qui était vraiment très peu chère et on était capable de faire un bouton à 1 euro. Donc le fameux bouton qui pourrait servir d'appel, alors j'entends que c'est pas toujours la meilleure solution parce qu'il reste sur la table de nuit, etc. Mais je crois aussi qu'il y a un panel chez les seniors avec de revenus qui va celui qui a une petite retraite et qui va être chez lui, qui n'a peut-être pas moyen de se payer un bracelet à 20-30 euros par mois ou 10 euros, 20 euros. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait cette capacité d'avoir des technologies très frugales et accepter parfois l'imperfection, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui ne sont pas encore appliquées à ce domaine-là qu'on pourrait amener. Et effectivement, pour répondre à ta question cette fois-ci, parce que j'ai loupé celle d'avant, c'est de voir aussi qu'il y a effectivement la partie santé, donc effectivement éviter les chutes, pouvoir suivre, mais il y a aussi la partie divertissement. Parce que voilà, le fait de rester sur sa chaise ou pas tomber, c'est important, mais l'ennui peut être aussi quelque chose qui peut être assez destructeur, voire mortel. Et d'ailleurs, pendant le Covid, voilà, il y a plein de personnes âgées qui sont mortes, pas d'isolement, quoi. Et donc, ils ne sont pas ni tombés par terre, ni etc. Et donc, le sujet pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'amener typiquement une structure comme l'IoT Valley. Là, je fais un petit peu de teasing, mais pourrait très bien faire un focus pour les seniors. C'est-à-dire comment faire en sorte d'amener, bien sûr, on peut amener les services de livraison de nourriture à domicile, le coiffeur, plein de choses, mais on peut aussi divertir, continuer à développer la culture, le savoir, parce que je pense qu'on peut apprendre à tout âge, j'espère. Et donc, ce qu'on fait ici, notre capacité à animer, à fédérer des écosystèmes, à animer des conférences et autres, pourrait très bien s'exporter dans les résidences, voire même créer des résidences virtuelles, où on pourrait, dans un périmètre donné, avoir suffisamment de seniors pour organiser un événement sur une thématique qui pourrait tout à fait leur rendre plaisir. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler effectivement sur une plateforme, notamment en collaboration avec les seigneuriales, qui va être quelque chose qui va permettre de fédérer les acteurs du service senior, en lien avec les ERP des structures, parce qu'un des autres sujets aussi aujourd'hui, c'est que la technologie est tellement performante que les deepfakes peuvent aussi amener les personnes âgées à souscrire à des services qui n'existent pas. Donc et d'ailleurs, ça peut être terrible aussi. Donc l'idée, c'est comment on fait en sorte qu'on amène des services qui peuvent choisir à la carte à travers je suis un peu plus pour scénario aussi, qui peuvent aussi être amenés sur des écrans pour essayer au moins d'informer du possible, et ensuite permettre de faire une transaction simple à travers des outils. On appelle ça aujourd'hui, c'est la mode des chatbots, faire en sorte que ça soit un bot depuis un WhatsApp, depuis un appel vocal, faire en sorte qu'on puisse assez facilement commander du service et qu'à la fin du mois, ces services sont réglés par la structure d'accueil, typiquement la RSS, ou demain, si c'est des personnes à domicile, ça peut être une structure au tiers. Mais voilà, je pense sécuriser les appels, sécuriser les seniors pour éviter de se faire avoir, c'est jamais agréable, mais à tout âge de se faire avoir. Donc voilà, je pense que la plateforme va être dédiée à ça, et la technologie, dans ce cas-là, peut être à la fois un moyen de promouvoir ces services-là sans augmenter les frais de structure, parce qu'il existe d'autres structures que les seigneuriales où ils ont un certain nombre de permanents
qui assurent quelque part ce service-là, mais qui rendent le loyer mensuel un peu hors d'atteinte de pas mal de cibles seniors. Voilà. Donc je pense que l'enjeu, voilà, c'est comment on peut prendre des technologies qui ont été développées dans le domaine et les projeter dans ce monde-là. C'est un peu le sujet de ce qu'on essaye de faire. Et au lancement de la plateforme, un focus spécial Silver dans un établissement seigneurial, ça se passera très bien. Voilà. Je voulais mettre un petit peu en lumière une initiative des seigneuriales qui est vraiment excellente. Derrière la phrase d'introduction, l'usager fait l'usage, c'est qu'avec le lab seigneurial, vous aviez une initiative où vous preniez des résidents, vous proposiez à des résidents de venir tester des innovations pour justement choisir celles qui pourraient être implémentées. C'était une démarche vraiment à saluer. Et je voulais avoir un petit peu votre retour, Arthur, sur l'adhésion peut-être du public senior, alors par le prisme du lab, ou même à vous trois, sur l'ascension galopante des technologies. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de l'excitation partagée? Est-ce qu'il y a du « je m'en fous » Est-ce que c'est visible? Bref, on peut se poser la question de la perception des seniors et des aînés face à l'accroissement grandissant de la technologie. Il y a tout. Je pense que chacun peut prendre l'exemple de son papa, de sa maman et de voir effectivement comment ils réagissent. Donc il y en a, ça m'intéresse pas. D'autres qui sont geeks. Globalement, ça fait peur. Il faut faire très attention. Effectivement, ce que disait Ludovic, c'est le risque de se faire hacker, etc. Moi, j'ai ma maman, pas plus tard que la semaine dernière, qui a donné 100 € à quelqu'un parce qu'il y avait son téléphone qui buguait. Et voilà. Donc il faut faire très attention à ça. C'est une crainte principalement. Et l'idée, effectivement, donc, dans ce qu'on essaye de construire avec IoT Valley, c'est que la technologie soit vraiment très facile d'accès. Donc ça peut être juste un coup de téléphone, un chat WhatsApp, parce que maintenant, effectivement, de plus en plus, les seniors de demain, c'est des gens qui ont déjà travaillé avec les outils informatiques. C'est vous. C'est nous autour de la table, effectivement. Donc, oui, il y en a. Donc, effectivement, maintenant, les seniors, faut se construire. Aujourd'hui, il y a une appréhension. Demain, il y en aura moins. Donc, il faut commencer à préparer en fait ces services quand même. Mais aujourd'hui, c'est effectivement montrer que c'est rassuré, ne pas trop mettre de technologie. On a des personnes qui ont 90, on a des centenaires dans nos résidences. Donc, effectivement, c'est des gens qui sont pas super à l'aise avec tout ça. Donc comment on peut leur apporter des services complémentaires, des choses très simples, avec un téléphone, avec un bouton, avec voilà. La simplicité d'usage, quoi. Je vais peut-être vous laisser répondre effectivement, mais c'est ce qui vient en tête avec autonomie, les solutions que vous déployez, Carole, dans les technologies que vous proposez. Oui, nous, on a un peu deux approches, en fait. On a, d'une part, et c'est notre historique en tant qu'entreprise, des gens très, très, très âgés, très en perte d'autonomie, en maintien à domicile renforcé, suivis par nos technos. Et là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur proposer des choses qu'ils ne voient pas. C'est une sorte de bulle de sécurité chez eux. Mais en fait, ils vivent comme d'habitude. Il faut que ça leur change rien. Parce que si on met quelque chose... moi, j'avais testé, j'avais mis un robot chez ma grand-mère, mais le problème, c'est que le soir, elle allait le débrancher et elle manquait de tomber en le débranchant. Enfin, c'était quand même embêtant. Et donc, on a cette partie-là de la population où finalement, nous, on s'adresse aux professionnels. C'est du B2B, B2B2C, ce qu'on fait. Et donc, tout est transparent et ça doit s'intégrer dans l'environnement. Et on a un autre volet de travail qui est pour des gens plus jeunes et qui sont plus sensibles à la technologie et qui ont plus envie de s'en saisir, comment faire pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé. Là, le sujet, c'est quand on est encore jeune, comment on fait pour demain bien vieillir dans de bonnes conditions et prévenir sa propre perte d'autonomie, éviter qu'elle arrive et on se prend en charge. Et là, c'est un peu plus digital, c'est un peu plus interactif. Et ça, pour le donner accessible au plus grand nombre, on l'a fait référencer dans Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est ce que vous avez pour consulter votre dossier de santé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vos directives anticipées, accéder à votre dernière biologie. Et dans les applications référencées, maintenant, il y a une application de chez nous. C'est un peu un parcours du combattant pour se faire référencer par l'Agence du numérique en santé et le ministère de la Santé. Il faut être en hébergement données de santé, il faut que tout soit cybersécurité, double autente, tout ce que vous voulez. Et les meilleurs niveaux en fait en DevOps, en test avant, mise en production, tous les environnements techniques
techniques que vous devez mettre en place qui vérifient. Mais ça, on se dit que ça peut être un vecteur. Voilà, quelqu'un qui va aller sur mon espace santé, il va voir les applis et puis peut-être qu'il va charger et il va se connecter, il va faire ses questionnaires. Du coup, je me posais une question sur ce que vous disiez, Carole. Est-ce que le marché de la Silvertech ou les entreprises de la Silvertech, c'est pas une crainte d'aller sur le marché de la e-santé? J'arrive pas à voir la frontière ténue sur la e-santé. Ah, il y a plein de pognon, mais c'est super chiant. Et la Silvertech, bon, il n'y a pas trop de pognon, mais c'est plus facile. Je sais pas si j'ai bien résumé, mais ça a l'air vachement compliqué la e-santé en fait. Il y a plein de réglementations et tout ça. Ça, c'est un vrai sujet pour des gens comme nous. En fait, quand on fait de l'innovation en médico-social, comme ce qu'on fait avec de la sécurisation de gens dans des logements, après, on se met à faire du prédictif, on se met à faire des algorithmes qui vont peut-être classifier les patients pour que les infirmières, elles s'occupent en priorité de tel ou tel patient plutôt que de tel autre et qu'elles voient en rendez-vous plutôt celui-là qu'un autre. Et petit à petit, on se dirige vers ce qu'on appelle un dispositif médical. Et c'est une réglementation spécifique, les dispositifs médicaux. Et à un moment donné, si vous voulez être dispositif médical, vous devez faire ce qu'on appelle une investigation clinique ou un essai clinique, et vous devez prouver pour le patient que vous apportez une vraie valeur ajoutée pour sa santé. Et puis peut-être demain, une fois que vous êtes dispositif médical, vous pouvez vous faire rembourser par la Sécu. Et aujourd'hui, il y a des solutions connectées qui deviennent remboursées par la Sécu parce qu'elles sont de la télésurveillance médicale de patients. Mais alors oui, peut-être qu'il y aura de l'argent demain. Alors les caisses de la Sécu sont assez vides. Et ceux qui font déjà de la télésurveillance de patients et qui sont déjà remboursés par la Sécu, en réalité aujourd'hui, ils ne trouvent pas encore la façon d'accéder au marché parce qu'il faut que la clinique, que l'hôpital les prescrivent, qu'après ce soit mis chez le patient pour qu'eux, ils touchent la part du remboursement. Et donc voilà, c'est pas si simple, mais c'est des vrais sujets. Où est la frontière ? Et où on se situe, mais dans tous les cas, il y a quand même le GDPR, il y a quand même les données personnelles auxquelles on doit se conformer, le règlement européen. Quand on est dans de la donnée de santé, on vous donne des définitions très claires de ce qu'est une donnée de santé, vous devez aussi vous conformer à tout ça. Si vous ne le faites pas, vous serez un petit peu rattrapé par la patrouille à un moment donné. Nous, ça fait partie effectivement des sujets. Nous, en tant que constructeurs de logements adaptés, on a effectivement aussi dans notre gamme de services, il faut qu'on fasse attention. Nous, par exemple, on n'a pas du tout cette notion de santé. On est vraiment sur l'accompagnement, les services, parce que effectivement, si on passait côté vraiment santé, on est vu comme un EHPAD, etc. Et donc là, il y a effectivement d'autres contraintes, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Nous, c'est la RSS, les gens sont chez eux, c'est leur appartement. C'est je quitte mon domicile parce que monsieur, madame est mort, et je m'installe dans quelque chose de plus petit, plus près des services pour aller chez le médecin, etc. Mais c'est encore chez moi en fait. Mais c'est pas la notion de je suis encore autonome et je continue à vivre normalement entre guillemets. Ludovic, je vous voyais prendre le micro pour réagir, mais sinon j'avais une question. C'est la vision internationale. Quand Carole disait on passe de Silvertech, facile usage, à e-santé, essai clinique, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un terreau propice pour innover dans la e-santé et la Silvertech en France, où il y a d'autres territoires un peu plus prolifiques, où finalement c'est un peu compliqué partout pareil? Pour l'instant, pour moi, c'est encore nouveau. La France est un territoire d'expérimentation pour essayer de faire quelque chose qui puisse après scaler à l'international. Je pense que rien n'empêche d'avoir des ambitions internationales, mais l'enjeu, c'est quand même de faire quelque chose qui fonctionne bien, qui soit fiable. Ce que j'insiste, c'est vraiment sur la fiabilité du système, parce que il y a rien de pire qu'un système qui marche pas. Et parce qu'on l'abandonne assez vite. Donc ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est mettre en place une plateforme, bien la rôder ici, et il n'y a pas de raison, compte tenu des approches technologiques qu'on a, de pouvoir l'exporter entre guillemets partout dans le monde. Donc, je pense que le problème de vieillissement est international. Donc je pense qu'il n'y a pas de barrière. Et juste pour aussi rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que l'enjeu aussi de la plateforme qu'on veut faire permet de faire une jonction entre le domaine de Carole et de télégraphique et le domaine des RSS, voire même demain
ce qu'on pourrait créer des résidences virtuelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc voilà, parfois c'est compliqué de rentrer dans la santé parce qu'il y a un gros investissement pour être auto-autorisé de santé, GDPR, etc. Tout ce qu'il faut pour avoir le tampon et pouvoir être dans le domaine plutôt santé, versus les services qui seront livrés un repas. Je pense qu'on ne va pas encore être dans les mêmes contraintes. Donc l'idée, voilà, comment on peut faire en sorte qu'on partage ces applications-là, on les fait converger sur une même plateforme. Je pense que quand on fait ça, et je pense aussi qu'on essaie aussi là, à l'IoT Valley, on essaye aussi de construire des écosystèmes. Ce qu'on aimerait bien, c'est une fois que la plateforme existe, de pouvoir, avec les partenaires, travailler aussi entre guillemets, alors ça a été galvaudé ce mot-là, mais un peu en mode, c'est-à-dire qu'on peut faire naître des startups qui vont adresser des verticaux de cette problématique de seniors. Et après, une fois que la plateforme est là, on va bosser ensemble à l'international pour conquérir des marchés. Donc on a vraiment un enjeu aujourd'hui, je pense, on n'a pas encore migré de l'IoT Valley à la Silver Valley, mais on pourrait imaginer, parce que l'enjeu aussi là je fais un peu de digression sur le domaine, mais ici on est né il y a 15 ans, on a ce bâtiment-là qui est récent, etc. Mais on doit redonner du souffle à cet assaut, et donc pourquoi pas mixer techno et ce domaine métier. Aujourd'hui, c'est une idée, c'est pas encore validé, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine-là, parce que c'est encore un océan, je dirais encore assez bleu quand même. Donc voilà, vu de ma paroisse, mais donc à l'étranger, je pense qu'il y aura, j'ai pas encore vu de choses équivalentes. Et oui, un océan relativement bleu et également des perspectives de problèmes. On dit une vraie solution apporte de la valeur quand elle est face à un vrai problème. C'est que Carole, c'est vous qui aviez théorisé ça, là, vous me corrigerez si je l'exprime très très mal, c'est qu'en fait, à l'inverse du break-even point qu'on a dans les startups, le seuil de rentabilité, l'économie mondiale va avoir un petit peu l'inverse. Une sorte de break-even point à l'envers, avec l'accompagnement des personnes âgées dépendantes et les personnes qui financent leur accompagnement. La population mondiale vieillit de plus en plus, et forcément la population active ne va plus suffire à financer l'accompagnement des personnes âgées. Ça va, je l'ai bien dit, si on résume un petit peu, parce que ça ne nous touche pas que nous, ou vous, les futurs seniors, les futurs aînés, ça touche absolument le monde entier, quoi. On vit plus vieux, c'est bien, mais est-ce qu'on va vivre mieux ? Est-ce que la technologie peut nous aider à vivre mieux ? Oui, pour compléter, en fait, on sait déjà que dans 4-5 ans, on a le point bas en nombre de médecins en France versus le besoin de la population. Dans 4-5 ans, c'est là où on a l'arrivée massive de gens qui arrivent en perte d'autonomie. Et après, on sait que le temps que les médecins remontent en nombre, on ne va pas réussir à rattraper le besoin. Et parallèlement, on sait déjà que les métiers du service à la personne sont en forte tension. Et puis d'ailleurs, on fait de moins en moins d'enfants, il y aura de moins en moins de jeunes qui vont faire ça, peut-être falloir faire de l'immigration massive. Et donc oui, voilà, c'est ça qu'on vit, et c'est toute l'Europe. Et c'est aussi le problème du business model derrière et du financement de tout ça. Parce que si on reste sur des systèmes où c'est les actifs qui financent pour les plus âgés, il y a des tellement gros changements d'équilibre qu'en fait, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et donc, voilà, moi, je rejoins un peu ce que tu disais, Ludovic, sur le fait de travailler des technos qui soient peut-être accessibles au plus grand nombre, plus faciles. En fait, notre enjeu en Silver Economy et dans l'IoT en Silver Economy, maintenant, c'est le passage à l'échelle. C'est OK, il y a des choses qui marchent sur quelques milliers de personnes. Nous, par exemple, on a 420 sites clients. Alors, 420 EHPAD, résidences, territoires de maintien à domicile. En fait, c'est tout petit. On n'est pas en train de couvrir le besoin de la population très en perte d'autonomie. Donc comment on passe à l'échelle et comment qui paye pour ça, et le plus ce sera accessible et facile, et le mieux ça pourra se diffuser largement. Je pense qu'il y a je ne sais plus quelle politique a parlé de taxer les robots. Mais je pense que des robots, ils pourraient faire ce job-là. Ces robots détaxés, on pourrait les mettre au service des seniors et faire de la transmission d'énergie sans fil pour ta grand-mère, Carole, parce que ça existe, ça commence à exister, donc on n'aurait plus besoin de prise, il n'y aurait pas de risque de débrancher la prise de courant. Et je pense vraiment que la robotisation aussi va contribuer à ça.
C'est-à-dire que détecter quelqu'un est à terre, d'avoir un robot qui vient à la rencontre, savoir poser des questions, on ne pourra pas prendre le pouls, etc. C'est des choses, je connais des personnes dans cette salle-là qui travaillent sur la robotique. Je pense que demain, c'est des verticaux qui peuvent être adressables. Et alors c'est vrai que ça peut faire peur encore aujourd'hui, parce que culturellement, d'avoir un robot, mais il peut ne pas avoir de pattes, il peut rouler, enfin, il y a différentes formes qui peuvent être compatibles avec le problème d'acceptation, mais je crois pas mal aussi au robot qui va venir assister, parce qu'on ne pourra pas, comme tu l'as dit, on en manque de médecins, on en manque de personnel, donc pour moi ça ne me choquerait pas que demain des robots viennent prendre le relais. C'est déjà le cas donc au Japon, on en parlait tout à l'heure et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Nadia Pelfig qui a fait une mission au Japon dans le domaine de la santé et qui a visité pas mal d'établissements et donc elle nous racontait à son retour ce qu'elle avait vu. Et donc elle a vu des EHPAD où il y a 2 robots pour un humain dans les personnels de l'EHPAD. Donc voilà, c'est ça les proportions qu'elle a vues. Et oui, ça nous fait un choc parce que culturellement chez nous... on n'a pas trop envie, quoi. Mais apparemment, les gens sont très contents. Enfin, ça fournit un niveau de service assez adapté. Et puis, du coup, les humains se concentrent sur des choses plus à valeur ajoutée et plus du relationnel, du vrai accompagnement. Ils prennent le temps. Le robot, il fait les tâches ingrates. Il amène des choses. Mais bon, il parle aussi avec les gens. Enfin, c'est quand même particulier, hein, je crois. J'aimerais beaucoup aller voir. Il y a l'aspect culturel qui est important. Alors je vais voir Arthur, j'aimerais bien avoir votre avis en disant oui, mais non. Alors, non, mais c'est évident. Nous, on a bien cette notion, effectivement, de relationnel, de créer ce lien. Et il est très, très important, le lien social pour nos résidents. Mais effectivement, on a besoin, et donc l'idée, le rapprochement et les échanges qu'on a avec IoT Valley sur la plateforme, c'est justement de pouvoir aussi accompagner nos équipes, de leur simplifier la vie au quotidien. Parce qu'effectivement, ils n'ont que 2 bras, ils doivent gérer beaucoup de choses diverses et variées du quotidien dans la résidence. Si on peut faire des tâches à leur place, ça nous permet aussi d'améliorer le relationnel avec nos résidents. Juste avant de laisser la place aux questions des personnes présentes dans la salle, je vous laisse le temps de réfléchir à une petite question. Ça me permet de solliciter Marine qui doit se balader avec son micro. Juste avant, j'avais une question en rapport avec la thématique de la journée. Le focus, mais je vais laisser Ludovic dire le mot parce que j'adore quand il le dit. Sérendipité. Ouais, excellent, c'est bon, incroyable, c'est bon. C'est impeccable. Donc la sérendipité, j'ai failli me faire avoir. C'est comme la chance, il faut savoir la provoquer. Alors quelles actions il faudrait mettre en place là très rapidement pour se donner non pas de la chance mais de la sérendipité. Ce serait quoi votre conseil là pour aller forcer le hasard, forcer le destin? C'est que les seigneuriales viennent échanger avec IoT Valley, avec Télégraphique et se disent on a peut-être quelque chose à faire ensemble en fait. C'est justement de se dire voilà, il y a l'IA, il y a quelque chose, comment on peut faire ce genre de choses, qu'est-ce que ça peut apporter? Et là, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire depuis quelques mois, à brainstormer, à réfléchir, à dire des idées des fois complètement loufoques. Mais pas que. Pas que. Des fois, c'est de se dire, voilà, on a ce que disait Luc Julia en début d'intervention, on n'a pas de limite, on a fait des échanges à bâton rompu, et puis du coup, on peut l'annoncer, que à l'automne, on devrait justement mettre en place cette plateforme qui devrait effectivement voir le jour. J'avais annoncé ou pas la joint venture là? On peut applaudir quand même. Forcer le destin, lui prendre le bras comme ça. Mais notre rencontre est une sérendipité. Donc, alors comment ça s'est fait C'est autour d'un apéro? Non, ou un café? C'était un peu plus sérieux que ça. C'était sérieux. Et Carole, quelles actions pour provoquer Carole, Ludovic, pour se donner un maximum de chances de forcer le destin, pas lui rompre le bras, mais au moins se donner des chances de provoquer des rencontres inattendues? Moi, j'aurais tendance à dire que la sérendipité, c'est mon métier d'entrepreneur depuis 12 ans. C'est mon quotidien, c'est mes journées. C'est susciter des opportunités. Ça, c'est une première chose. Et après, faire en sorte qu'elle se transforme en livrable et en choses opérationnelles et en réalité. Et nous, en réalité, pour les soignants, les professionnels du soin et de l'accompagnement, et en réalité pour des personnes qui vieillissent. Donc, on est en plein dedans tout le temps, en réalité.
Et comme je disais tout à l'heure en intro, je pense qu'il y a une partie de lâcher prise. Donc, et ce qu'il faut, c'est être capable de créer des événements comme celui-là aujourd'hui et d'autres. Pourquoi pas mixer aussi un public de seniors et faire en sorte de créer les conditions pour l'inspiration, la méditation. Moi, je crois beaucoup, en plus, à cette capacité de recevoir des informations, des flux du cloud, mais le cloud qui est au-dessus de nos têtes, qui est très très haut. Et je pense que je suis assez sérieux, même si ça peut paraître un peu perché, mais je crois vraiment que voilà, y a des conditions, on peut se mettre en condition, on peut faire en sorte de créer l'empathie qui va bien, le respect, tous les qualificatifs qui font en sorte que on se met dans une posture de créer ensemble, et parce que ça a vachement de sens. Quelque part, quand vous avez tous dans la famille des proches qui sont dans les EHPAD, c'est pas très rigolo. C'est quand même cette espèce de mur qui arrive, une espèce de dernière demeure. C'est assez triste. Donc si on est capable de mettre toute notre créativité à ce service-là, moi je pense qu'on a des belles choses à faire, qui peuvent être émouvantes, qui peuvent être des super témoignages. Et la richesse, au-delà de l'Eldorado, je pense que c'est en vivre, mais aussi créer d'émotions, créer du transfert d'amour, de sentir d'être accompagné là où beaucoup de personnes âgées finissent seules. Et c'est terrible. Merci beaucoup Arthur, Carole, Ludovic. On peut vous applaudir avant de passer aux questions des spectateurs. Oui, vas-y, dis-moi. Oui, bien sûr, oui. Je te prêterai le mien. Oh, le unique, bon, je suis pas le plus important. S'il y a des questions, levez la main, n'hésitez pas, Marine va venir vers vous. Bonjour. Alors, je suis pas du tout sur des sujets de la Silvertech. Moi, je suis plutôt sur des sujets à la base de souveraineté de la donnée, mais peu importe. Par hasard, on m'a contacté pour développer un POC pour accompagner les seniors sur justement casser l'éloignement pour ceux qui sont seuls. Mais dans un cadre très spécifique, dans les îles, où il y a des problèmes de réseau et de networks. Et quelles sont les solutions ou les réponses que vous avez? Est-ce que c'est des problématiques qu'on vous adresse? Voilà. Juste pour préciser la question, quand tu parles de réseau, c'est des réseaux télécoms ou des réseaux humains de mise en relation? Les deux. Voilà. Alors, nous, on a 2 résidences à La Réunion. C'est du sport. Donc effectivement, c'est un univers et c'est des choses qui sont très compliquées. Déjà, dès la construction, c'est effectivement des choses qui sont pas évidentes. Mais effectivement, derrière, il y a beaucoup de contraintes effectivement d'ordre télécom, etc. Il faut arriver à avoir des gens sur place qui connaissent, c'est des choses qui se passent vraiment localement en fait. Donc moi le conseil c'est effectivement d'arriver à avoir des entrées en fait sur ces différents lieux pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu peux avoir. Si tu parles de techno, de réseau, etc., je fais une petite parenthèse, mais tu as effectivement, en fonction des zones géographiques, des offres de services différentes, etc. Donc c'est vrai que c'est très très variable, quoi. Oui, en gros, c'est là où nous, on a commencé à vouloir trouver des solutions par le satellite, etc. Ouais. Sauf que dans le Pacifique, dans des petites îles, là, on a des problèmes de coûts, littéralement. Quand sur une île, il y a 90% de seniors, en fait, et puis ils vont aller à 100% dans les 2 ans, le coût d'un abonnement, en fait, est trop élevé. En satellite, même à la limite, un Starlink de notre cher... Ouais, mais si c'est juste un backbone, parce que aujourd'hui on travaille dans la plateforme, en même temps il y a la plateforme qui est plus de messages qui va permettre d'agréger les partenaires. On est en train de créer aussi une sorte de réseau mesh Wi-Fi Bluetooth. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un réseau autonome. C'est-à-dire que lorsqu'on le branche sur un backbone, donc ça peut être une carte 5G s'il y a de la 5G, ça peut être un Starlink, ça peut être... L'enjeu, c'est que ce réseau-là soit opéré à distance, mais entièrement, il n'est pas tout seul, quoi. Quelque part, c'est dans une prise de courant style PLC, courant porteur, on va mettre des boîtiers qui vont venir couvrir tout le bâtiment et qui vont créer une couverture entièrement autogérée à distance. Et ça, je pense vraiment que cette solution, pour avoir vu les EHPAD, où en termes de connexion Wi-Fi, etc., c'est quand même assez pauvre, ça tombe régulièrement, parce que c'est pas leur métier de le relancer et autres. Donc, il faut à tout prix qu'on mette en place des infrastructures de connectivité qui sont entièrement autonomes et télégérées.
et à des prix aussi intéressants, parce que moi je viens du monde de l'IoT, mais aujourd'hui on a essayé de déployer un réseau mondial, ça a été plus ou moins compliqué, mais déployer des réseaux à l'échelle d'un bâtiment, c'est très simple. Et là on peut vite trouver des économies qui fonctionnent et avoir des prix qui sont tout à fait compatibles avec les enjeux de ce marché. Une autre question devant, et il y en a une au fond là-bas. Oui, j'ai une question sur le business model et le go-to-market. Je me pose la question si l'innovation, elle ne doit pas être là-dessus plutôt que sur la techno, parce que en fait, la techno, tout à l'heure, Ludovic en parlait, elle existe depuis longtemps. Carole, toi, tu es suffisamment depuis longtemps sur le marché pour le savoir. Est-ce que, en gros, le problème, il vient pas de l'innovation du business model qu'il faudrait voir? Je me pose la question s'il y a des systèmes un peu étonnants, du style, je pensais tout à l'heure sur les détecteurs de chute. Est-ce qu'il n'y a pas un détecteur qui est gratuit, mais c'est 1 000 € la chute, et qui permettent de se dire, en fait, ça rend accessible, parce qu'en fait, 1 000 € la chute, à un moment donné, en fait, on sera prêt à le payer le jour où ça tombera, et peut-être que c'est bankable. Voilà, je suis pas dans le domaine. Non, mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur ces notions effectivement de financement, de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, la santé, les seniors, c'est la Sécu. Demain, ça ne sera plus le cas. Donc, il faut arriver à trouver quelque chose qui peut payer ça, que ce soit moins douloureux, moins. Il y a des choses à penser, ouais, effectivement. Et après, on raisonne chacun avec nos business models à nous. Donc, le business model de la promotion immobilière des seigneuriales, c'est peut-être un peu plus traditionnel. Nous, on a pivoté dans nos business models. Moi, je vends de la licence logicielle, je vends des connecteurs avec des API, je vends des projets spécifiques à des industriels qui ont besoin de briques techno de chez moi, mais qui se font leurs propres solutions connectées avec. Après, en tant qu'entreprise, on regarde ses propres business models, mais oui, il y a sûrement des choses à inventer, on est d'accord. Ouais, mais je pense que la massification, parce que si tu passes de 420 établissements à 5000, je pense que tu peux aussi avoir un impact sur tes coûts. Tu peux réduire tout en gardant un chiffre d'affaires et une marge, mais le volume peut te permettre aussi d'avoir aussi un effet de réduction des coûts. Donc, je pense que c'est un marché qui nécessite d'être massifié, quoi. Toi, sécurisé, professionnalisé. Et après, pourquoi pas des business models à inventer, parce que effectivement, à la chute, pourquoi pas. Et même aussi faire travailler ce qui a été rapidement évoqué aussi par Carole, c'est le réseau social autour de soi, quoi. C'est-à-dire que prendre un téléopérateur, ça a un coût qui est parfois assez cher. Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir la personne dans l'appartement d'à côté, qu'on pourrait prévenir, qui pourrait sonner la porte, donc peut-être aussi, et donner du sens aussi au quotidien, parce que aider quelqu'un, c'est aussi gratifiant. Donc on peut aussi travailler sur ce réseau social, entre guillemets le Facebook ou l'Insta des seniors, c'est encore à créer, quoi. Avec sous quel milieu, est-ce que ça sera des écrans, des grands photos des cadres photos dans les appartements avec une petite interaction. Il y a peut-être des choses à imaginer aussi pour créer un réseau social qui est adapté à cette cible. Et donc ça peut servir aussi à s'entraider, quoi. Il nous reste une question, une dernière, si vous le voulez bien. Après, on devra conclure et laisser la place à la table ronde conclusive. C'est à vous. Oui, merci. Je voulais savoir tout simplement si vous ne pensez pas que tout va s'accélérer maintenant, parce que la génération qui arrive, qui va être en maison de retraite, ma génération, on a quand même toute nos vies, on a eu un ordinateur, on a beaucoup moins peur de la tech que pouvaient l'avoir nos parents finalement. Et que vous allez pouvoir justement développer pas mal de choses qui jusqu'à maintenant étaient bloquées par cette peur de la tech, et le verrou va sauter. Alors, effectivement, cette notion, c'est de se dire aussi qu'il y a plusieurs générations de seniors. Donc, c'est effectivement de se dire qu'il va y avoir les seniors qui sont en retraite maintenant, sont effectivement à l'aise parce que ça fait déjà 20 ans qu'on travaille avec un ordinateur au bureau, etc. Mais on a des centenaires. Donc, entre 65 et 100 ans, en fait, il y a plusieurs générations. Et du coup, on a quand même tout un gap encore. Donc, mais effectivement, c'est pour ça que nous aussi, on va sur ce marché-là, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'on sait que ça va être plus facile d'appréhension. Mais on a encore toute une frange de la population qui va devoir s'adapter et sur lequel ils ne sont pas encore très très à l'aise. Mais peut-être qu'on gardera notre état d'esprit français et notre culture française. Quand on est diminué, on ne veut pas un déambulateur, on ne veut pas se balader en voiturette. Vous allez dans d'autres pays, vous voyez tous les gens avec des systèmes d'aide. Et puis chez nous, on n'en a jamais besoin. Pas mieux. Voilà, grognons comme des Français. Merci beaucoup Arthur, Carole, Ludovic, on peut les applaudir chaleureusement.